Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur Twi TV et en simultané sur Watt FM pour votre émission Le Tribunal de l'actualité. C'est le plus grand rendez-vous de l'information d'ici et d'ailleurs. Je suis Serge Kaboré, celui qui préside ce tribunal en ce jour 21 juin 2022. Et pour la présente convocation, je suis accompagné par les juges au siège. Alors, juge Vaha, bonjour. Bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs, bonjour juge Boukma, bonjour juge Ouedraogo. Bonjour. Merci, bonjour doyen, bonjour juge Ouedraogo, bonjour madame, monsieur. Bonjour à tous, bonjour Président. Alors, pour la deuxième convocation de la semaine, 3 sujets ont été enrôlés, à savoir la session du Conseil supérieur de la défense qui a connu la création de la brigade de veille et de défense patriotique BVDP, ainsi que la création de 2 zones d'intérêt militaire dans les régions de l'Est et du Sahel. En deuxième point, il sera question du bulletin mensuel d'information sur les opérations de sécurisation du territoire national couvrant la période du 15 mai au 15 juin, qui fait état d'une centaine de terroristes neutralisés à travers 3 opérations d'envergure. Et enfin, il sera question des élections législatives en France. Quel enseignement tirer de ce scrutin au cours duquel le président élu Emmanuel Macron a perdu la majorité à l'Assemblée. Voici planter le décor, mais avant, il y a l'étape des avant-propos. Doyen des juges, Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Oui, merci Président. Ce qui retient mon attention, c'est ce qui s'est passé au Mali le week-end. C'est en gros samedi, dimanche. C'est Dialassagou, Djamweli, Dessagou, en tout cas, qui ont été attaqués par des terroristes. Et selon les autorités, c'est la Katiba Massina qui en serait l'auteur, même s'il n'y a pas, il faut le dire aussi de façon très claire, eu de revendications. Mais il y a un regard qui est porté par les autorités, notamment sur ce groupe-là. Et le bilan, lui, il est très lourd. C'est 132 civils maliens qui ont été tués. Un bilan qui est fait officiellement, c'est-à-dire que donné par les autorités elles-mêmes, et lundi. Donc, ça s'est passé samedi, dimanche. On va dire quelques heures après, on a eu le bilan officiel, même l'où il a été donné. Comparaison n'est pas raison, mais je pense que ça permet pour nous aussi de revoir un peu la communication que nous avons autour des mêmes éléments que nous subissons ici, où il faut attendre que des populations donnent certains chiffres et que ça fasse peur, qu'on vienne nous donner des chiffres avec très peu d'assurance et que très vite ça augmente, et même que dans les derniers chiffres qu'on nous donne, on laisse entrevoir que ça peut être pire parce que on est un peu dans cette situation ici. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on est encore dans la guerre des chiffres où on crée quoi que ce soit. Ce n'est pas le chiffre officiel qui diminue le nombre de cadavres. Ça, il faudrait qu'on le comprenne. Ce qu'on doit à des populations, c'est une vérité. Et quand on commence à dire la vérité, on commence à tenir un bon bout par lequel, ensemble, on peut se sortir du problème dans lequel on est. Et donc, je rappelle sur le cas malien, et ma pensée va donc à l'endroit des familles éplorées, à l'endroit des victimes, à l'endroit de ce peuple frère. 132, ce n'est pas simple. On parle de personnes qui sont venues en moto et qui, aux environs de 16 ans, ont commencé à tirer un peu sur tout le monde. Ça rappelle un peu ce qui s'est passé à Seitenga. C'est ça, notre réalité. On ne peut pas la cacher juste parce qu'on a mis la main sur le visage. Non, c'est une réalité. Il faut faire le bon diagnostic pour apporter le bon remède. Si on se ment, on ne va pas avancer. D'accord. Alors, juge Boukma, qu'est-ce qui retient votre attention? Merci. C'est aujourd'hui que le baccalauréat démarre. C'est un tournant dans l'organisation du bac parce que pour la première fois, c'est le MENA-PLN qui l'organise, donc le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales. Parce qu'avant, ça a toujours été le ministère de l'enseignement supérieur qui s'en occupe. Donc, avec les réformes qui ont été opérées, ça a été beaucoup de bruit, beaucoup d'invectives, mais finalement, le bac sera organisé par le MENA-PLN comme dans d'autres pays. Donc, le Burkina rejoint certains pays qui étaient déjà en avance, excusez-moi, dans cette organisation. Ce qu'il faut dire également, c'est que le grand lot d'ailleurs, pour la composition de ce baccalauréat, plus de 90% du travail, c'est le secondaire qui le fait, qui prépare les élèves, qui prépare les sujets, qui envoie même les sujets, qui s'occupe de tout l'encadrement. C'est présidé par un professeur
d'université. Les jurys sont présidés toujours par des professeurs d'université et ça a toujours été ainsi. Et je ne pense pas que ça soit enlevé. Mais ce qui est sûr, je dis c'est la première fois que le MENA-PLN l'organise. Au résultat, on verra comment est-ce que ça va donner. Mais ce qu'il y a aussi, c'est d'encourager et soutenir moralement les candidats et les candidates qui vont aller compétir pour ce premier diplôme universitaire. Donc beaucoup de courage à ces candidats, beaucoup de courage aux parents, surtout aux parents qui sont parfois plus stressés même d'ailleurs que les candidats, parce que c'est aussi le résultat d'un investissement qui a commencé dès que l'enfant est tout petit pour arriver à ce stade-là. C'est un tournant aussi dans la vie de ceux qui gagnent le bac, parce que c'est l'enseignement supérieur avec de nouvelles réalités de la vie qui s'ouvrent à vous. Donc, courage à tout le monde et que les épreuves se déroulent dans de très bonnes conditions pour qu'à la fin, on puisse se féliciter sereinement. Alors, juge Inoussa Ouedraogo, qu'est-ce qui retient votre attention? Je veux m'intéresser à la frontière Burkina-Côte d'Ivoire pour dire que ça fera bientôt 2 ans que la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est fermée. Et dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, ces frontières-là ont été fermées avec plusieurs autres pays de l'espace UEMOA. Mais entre-temps, avec l'évolution de la maladie, plusieurs pays ont levé la fermeture des frontières. Le Burkina a levé ses frontières également avec la Côte d'Ivoire, mais du côté de la Côte d'Ivoire, jusque-là, ce n'est pas encore ouvert. Est-ce que c'est toujours la maladie à coronavirus qui explique cela? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui pourraient expliquer que ce pays frère-là ferme ses frontières avec le Burkina, quand on sait que les flux économiques entre ces deux pays sont énormes et que le Burkina Faso dépend pour beaucoup des frontières, en tout cas, et des ports au niveau de la Côte d'Ivoire? On peut s'interroger sur les raisons. Les autorités jusque-là ne communiquent pas là-dessus, mais la réalité c'est que nos populations souffrent aux frontières de ces deux pays-là. Et je pense qu'au nom de la libre circulation des personnes et des biens, au nom des différents accords qui lient nos pays au niveau de la CEDEAO et de l'UEMOA, il y a urgence effectivement que les autorités de ces deux pays-là nous disent clairement à quoi tout cela retourne et faire en sorte que les populations souffrent moins du fait de la fermeture de cette frontière-là. Donc j'en appelle au ministère en charge des Affaires étrangères et de façon plus globale à nos autorités afin donc qu'elles puissent plaider du côté des autorités ivoiriennes pour que ces barrières-là puissent être levées afin donc que nos populations puissent circuler librement parce que les gens en souffrent sérieusement. D'accord. Alors, je le disais en début d'émission, la session du Conseil supérieur de la défense s'est tenue hier et déjà pour le point, 4 hauts gradés de l'armée burkinabé en plein journal sur le plateau de la télévision nationale. Déjà, juge Vaha, dans la forme, est-ce que cette mobilisation était nécessaire? Bon, je pense aussi que il faut qu'on soit honnête, on a été secoué. On a été secoué et pas... C'est peu que de dire que ça a été ressenti fortement. Depuis Belle Lurette, on n'avait pas vu et entendu autant de morts comme ça. C'est quand même 86 de façon officielle. Après Solane, je crois que c'est l'attaque la plus meurtrière. Donc je crois que ça nécessitait qu'on se bouge. Ça c'est important. Ça nécessitait que ça ne passe pas comme si de rien n'était. Et nous-mêmes sur le plateau ici, je me rappelle bien que c'était même Inoussa qui le disait, mais qu'est-ce qui se passe? Il devait avoir au moins un conseil. Même le conseil des ministres reportés, on en avait parlé ici. Il faudrait qu'on sente que, après ce qui s'est passé à Seitenga, bon, on ne va pas juste se démobiliser parce que le président allait faire une visite et tout. Non, il faudrait qu'on sente qu'il y a eu quelque chose et qu'on est en train de réorganiser les choses. On est en train de récalibrer notre offre domestique en matière de sécurité. Parce que Seitenga vient montrer que, en clair, ça ne va pas. Il y a des parties du pays où les populations sont livrées à elles-mêmes. Et ils nous doivent des explications. Ils nous doivent au moins de clarifier comment est-ce qu'ils sécurisent ce pays-là. Donc, je trouve que ce soit normal
déjà les rencontres auxquelles on assiste au niveau militaire et au niveau de cette hiérarchie-là. Et puis, c'est normal qu'ils viennent à la télévision nationale, qui est le média, le canal par lequel l'exécutif ou l'État lui-même, dans son fonctionnement, vient rendre des comptes, ou en premier en tout cas, et tout. Donc c'est normal qu'on les ait aux 20h. Je trouve cela normal. Maintenant, dans ce qu'on a pu voir, il y avait en tout cas des tris bien différents. Ça dénotait de ce que, en tout cas, tous les corps sont concernés au premier chef. Et il y a aussi, pour moi, une communication non verbale. Celui qui demandait récemment qu'on lui donne des armes et des moyens, parce que ces hommes, en tout cas, ont la niaque pour être sur le terrain, et des propos qui très vite ont été interprétés comme étant peut-être des brouilles entre le lieutenant-colonel Evra Somda et le président du Faso. Je pense que bon, ça veut dire qu'on est tous unis en tout cas autour d'une question qui nous préoccupe tous. Et il y a les autres corps qu'il y avait et tout, donc c'est ensemble, en tout cas le message quand on les a vus, c'est ensemble que cette lutte est en train d'être menée. Je pense que c'est le symbole que moi j'ai pu lire en premier. Maintenant après c'est la question du contenu, je pense qu'on va y revenir. Donc vous posez la question de la forme, oui. Il y avait impérativement à ce qu'ils sortent, pas seulement pour s'expliquer, mais pour nous rassurer. Et ça, pour moi, c'était très important. Et puis qu'ils viennent, c'était 4 personnes, voilà. Et avec des tris aussi différents, ça rassure que, bon, on a une armée dans laquelle tous les corps, en tout cas, sont engagés dans cette lutte-là. En tout cas, dans la forme, c'est le message que moi, je reçois. D'accord. Alors, en marge de ce Conseil supérieur de défense, il a été décidé la création de la brigade de veille et de défense patriotique BVDP. C'est une brigade qui regroupe l'ensemble des VDP engagés dans les différentes communes et qui aura pour mission la coordination des opérations de la défense civile du territoire. Juge Ouedraogo, quel est votre regard sur la création de cette brigade? Je pense qu'il était nécessaire que les volontaires pour la défense de la patrie soient plus organisés et mieux structurés, mieux formés. On l'a toujours exprimé, ce vœu-là. Et le fait de créer donc cette brigade qui relève toujours de l'armée pourrait certainement, en termes d'organisation sur le terrain, permettre à ces VDP-là donc d'être plus performants sur le terrain. Parce que pendant longtemps, ils étaient laissés à eux-mêmes. Il y a des moments où, même sur le terrain, certains se demandaient finalement à qui ils sont rattachés, parce qu'il y a des moments où ils n'avaient pas d'interlocuteur véritablement pour poser leurs problèmes, leurs préoccupations. Pas qu'ils ne savent pas qu'ils sont rattachés au ministère en charge de la Défense et donc au chef d'état-major général des armées, mais que directement il n'y avait pas une sorte d'osmose entre eux et les forces sur le terrain. Du coup, je pense que la création de cette brigade-là, si l'objectif c'est mieux organiser, mieux structurer et permettre à ces forces-là d'apporter toute leur contribution à cette lutte, je pense que c'est une décision à saluer. D'accord. Alors justement, l'autre mission de cette brigade de veille et de défense patriotique, c'est la contribution à la recherche du renseignement et à la défense de certaines parties du territoire. Juge Bougman, est-ce qu'enfin on a pris la mesure du problème en termes de renseignement quand on sait que plusieurs critiques ont été faites sur la problématique d'anticipation de nos forces de défense et de sécurité? Merci Président, mais avant de répondre, je voudrais revenir sur les questions de forme sur lesquelles le juge va y revenir. C'est très important pour les populations de savoir que nos forces de défense et de sécurité parlent le même langage. C'est pourquoi d'ailleurs le vocable forces de défense et de sécurité englobe tout ça. Parce qu'il y a beaucoup d'invectives entre eux. Il y a beaucoup de paroles indécentes. Ce week-end également, il y a ce compte rendu qui a été fait de Wayhuay qui ne rassure pas, de ce militaire qui est allé provoquer une patrouille de la police en pleine patrouille et dans la nuit. Il a fallu de peu que le pire arrive parce que monsieur a sorti son arme, eux aussi ils ont sorti leurs armes, mais ce qu'il a proféré de ce qui est revenu comme compte rendu, ce n'est pas beau à entendre et beau à joli à voir. Donc en plus d'avoir posé cet acte, il y a aussi l'autre problème
La police qui se plaint qu'il y a des armes qui lui sont destinées, qui ne lui sont pas remises. Et il a fallu le ministre Maxime Koné pour faire un pas dans la livraison de certains types d'armes à la police et qui a été clair. Il faut taire ces choses-là parce que sur le front, celui qui tire là, il ne tire pas. Donc, en plus d'être venu hier pour nous dire qu'il parle le même langage, il faut que dans les gestes, ça suive et que chacun se dise mon corps n'est pas supérieur à l'autre, mais nous sommes des corps complémentaires. Il y a des corps de défense, il y a des corps de sécurité. Donc, ils se comprennent. Et puis bon, voilà. Donc, maintenant, pour revenir effectivement à votre question, le lieutenant-colonel Evrard Sonda, qui est le patron de la gendarmerie, actuellement même reconnu la collaboration de la population en matière de renseignement. Elle est là, cette collaboration. Il y a des gens qui informent, il y a des gens qui appellent. Parfois, depuis le déplacement, donc depuis le mouvement observé par les groupes armés terroristes, il y a des informations qui sont envoyées. Ils sont rassemblés, des informations sont envoyées. Jusqu'à ce que l'attaque démarre, jusqu'à ce que l'attaque finisse. Régulièrement. Des populations le font. Mais parfois, ça ne bouge pas. L'opérationnel ne bouge pas. On n'a véritablement pas en soi, en ce qui concerne les attaques terroristes, un véritable problème de renseignement. Même depuis le président Kaboré, à un moment donné, le dispositif du renseignement était très bien. C'est l'opérationnel. Entre j'ai donné une info à quelqu'un pour agir, vous finissez de donner l'information, vous n'êtes plus dans l'opérationnel. Donc vous avez vu des mouvements, vous avez dit, vous avez accès à un élément des forces de défense et de sécurité, vous l'informez de ce que vous avez pu observer, il dit ok, bien reçu. Est-ce qu'il a rendu compte? Est-ce qu'il n'a pas rendu compte? L'informateur principal, c'est pas. Il peut rendre compte, en tout cas j'ai rendu compte. Il dit bon, ça n'a pas bougé. Il y a des cas où on entend dire qu'ils ont demandé est-ce qu'ils vous ont dérangé? Non. Il faut les laisser passer. Donc, ce n'est pas que le renseignement ne fonctionne pas. Et même dans les localités d'attaque. Vous savez, aujourd'hui, presque tous les maires, pour ne pas dire les anciens maires, sont à Ouagadougou ou dans les chefs-lieux de région. Et ces maires-là, et ces conseillers municipaux aussi, qui ne sont pas même, qui sont des élus locaux, donc ces conseillers municipaux, ces différents maires, ont des contacts parmi les populations, parce que ce sont des natifs de la localité. Donc le moindre mouvement, ces derniers-là également ont l'info et l'envoient à qui de droit, parce que eux, en fonction de leur position sociale, ils ont accès soit à un ministre, à au moins un ministre, soit à un de l'armée. Et comme c'est des maires, dans la localité, il y a la hiérarchie policière, militaire, la gendarmerie. Donc, il a accès à ces personnalités-là. Ils sont nombreux qui nous disent, nous, on donne l'info. Avec parfois preuves à l'appui, parfois des petites photos ou des audios que les villageois font. Nous, là, on balance. Il y en a qui suivent, j'ai dit bien, qui suivent la séquence de l'attaque jusqu'à la fin de l'attaque, mais qui a rendu compte régulièrement. Maintenant, qui doit agir? Ça, c'est l'opérationnel. Est-ce que celui qui a l'opérationnel, il a suffisamment d'hommes pour agir? Il y a suffisamment de moyens pour agir? Est-ce qu'il a la volonté de combattre? Ça, c'est maintenant dans l'opérationnel. Celui qui a donné le renseignement, il a donné le renseignement. Donc, en matière de renseignement, je pense quand même que ça va. Sur le plan du renseignement, nous n'avons pas de problème de renseignement et ceux qui y sont formels. J'ai dit même depuis le président Kaboré jusqu'à maintenant, la preuve, les attaques ont continué, les informations sont sorties. Quand il y a eu l'embuscade contre les gendarmes, je parle que c'était le 13 avril, c'était le 13 mai, un dimanche, sur l'axe Kaya-Dori, après l'attaque qui avait eu lieu sur le bus de transport. Mais c'est après l'attaque que les fiches de renseignement sont sorties et qui avait dit qu'il y a un groupe armé terroriste dans la localité qui a pris position dans telle ou telle localité et les cibles potentielles sont... C'était suffisamment précis. Ça. Le renseignement a fait son boulot. Je dis bien, c'est surtout l'opérationnel qu'il faut voir. Est-ce que c'est un problème de logistique, un problème d'hommes, un problème de volonté, une complicité? Je ne sais pas. Mais on a beaucoup peut-être... Le problème, c'est beaucoup plus au niveau opérationnel. La dernière fois quand il y a eu l'attaque de Seitenga, c'est quelques audios, on les a reçus. Ou des militaires qui courent, qui tirent, qui disent attaque, appui aérien rapide. Ils demandent appui, c'est-à-dire ils s'adressent à des gens pour demander un appui aérien. Donc, avec les réseaux sociaux, c'est allé très vite. Et en pleine attaque, il y a ces audios-là qui ont circulé, où des gens courent, je me mets, allô, attaque, appui aérien, demandez, ils sont nombreux, nous ne sommes pas nombreux. Et celui qui, il y a un de vocaux, où la personne même a donné une idée du nombre de gendarmes qui étaient dans le détachement.
Donc ça veut dire que sur ce plan-là, c'est fait. Donc j'ai dit c'est l'opérationnel. Est-ce que l'hélico est disponible? Est-ce qu'il n'est pas disponible? Est-ce qu'il peut arriver? Est-ce qu'il ne peut pas arriver? Mais ça, c'est des questions d'opérationnel. D'accord, mais avec cette nouvelle attribution donnée au VDP, juge Vaha, est-ce qu'on ne reconnaît pas officiellement l'échec de l'ANR? On a vu les changements au niveau de la tête de cette institution. Est-ce que l'échec n'est pas palpable? Moi, je pense que ce que tout à l'heure le juge Bernard disait, c'est très pertinent. Est-ce que la question du renseignement est le vrai problème? Même nous, dans nos colonnes, on se fait quelquefois le porte-voix de peur de population qui témoignent de ce que dans leur zone, bon, ils ont des visites et qu'il y a des délais qui leur sont donnés de partir ou quoi que ce soit. Et après, vous vous rendez compte qu'ils sont venus et ils ont fait ils ont diligenté une mission punitive. Mais ça, on dira qu'ils n'ont pas été informés. Non, je ne crois pas. Et même quand on prend la dernière fois où il y a eu la libération, par exemple, d'otages, on a eu les témoignages. Ils étaient fort présents dans la ville quelques heures et quelques jours avant. Et ça, il y a des alertes qui ont été données. Donc, pour moi, ce n'est pas tant le problème de renseignement. Parce que quelquefois même, on se retrouve dans des situations où il y a une ville qui est attaquée, ou un village qui est attaqué, et ça dure des heures et des heures. C'est l'information qu'ils n'ont pas. Non, je ne crois pas que ce soit un problème d'information. Maintenant, peut-être qu'il y a une volonté de réorganiser les VDP et d'avoir un genre de synergie. Parce que ceux contre lesquels la bataille elle est menée, ce ne sont pas des terroristes qui ont une vision très fragmentée des choses. Non, ils ont un plan qui est très élargi, bien ficelé, et ça concerne tout le Burkina. Donc on ne peut pas se résumer pour ce qui est de l'offre à donner, la réponse à donner, à être seulement dans son village et à penser zone et ne pas avoir d'interaction avec les autres. Ça sera vraiment très compliqué si on réfléchit comme ça. Je pense que c'est peut-être la vocation de cette brigade-là, BVDP, qui a été mise en place, et on espère que ça va fonctionner. Parce que dans ce pays, le problème c'est qu'on est très souvent très bon dans réinventer des choses, parce que le problème c'est le contenu que vous y mettez et l'impact que cela a. Même la question du VDP, c'était une bonne idée, mais après à un moment donné on les a exposés et surexposés. Ils vont faire du renseignement même sur la question de ce que sont leurs missions de façon claire. Au départ on a beaucoup balbutié. Après, on les a retrouvés pratiquement en première ligne dans le combat. Il y a des zones où c'était tellement compliqué que Bernard est témoin. On a eu des témoignages ici où c'est des VDP qui sont dans des cortèges pour sécuriser, avec des forces de l'ordre qui elles-mêmes aussi comptent beaucoup plus sur les VDP qu'autre chose. C'est ça notre réalité. Et à un moment donné, même les symboles de notre lutte, c'était qui? C'était Ladji Yoro et certains autres noms dans certaines contrées. Parce que eux transpiraient pour beaucoup une certaine rage dans le combat. Toutes les guerres ont besoin de visages, par moments aussi, qui donnent l'espoir. C'est pour ça que vous avez remarqué que lorsque Ladji Yoro est tombé, il y a eu ces témoins-là qui étaient profonds et partagés par tout le monde. Mais les VDP, vous allez aller dans la plupart des contrées, il y a quelqu'un qui symbolise un peu ce refus de voir les terroristes avancer. Et ça, c'est quelque chose qui se partage. La preuve, il y a commencé à avoir des résultats probants, tant et si bien qu'ils sont la cible, quelquefois, plus prisée que même nos forces. Est-ce que vous êtes d'accord avec le terme montée en puissance de la part de nos FDS? Bon, ça encore, je ne sais pas si... Moi, je n'ai pas de chiffres pour contredire les chiffres que les autorités nous donnent. Mais le problème, c'est que nous, ce que nous avons en tant que citoyens, c'est des ressentis au regard de la multiplicité des attaques qu'il y a, au regard des morts qui sont un peu plus nombreux, au regard de la recrudescence, on va dire comme ça, de cette violence-là. Et puis,
le nombre de déplacés internes. Je pense que ça, ce sont des indicateurs. Si vous montez en puissance et que vous réinstallez des populations, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il y a encore plus de déplacés internes, encore plus de personnes de Burkinabé qui fuient leur zone. Parce que chaque fois, on en entend parler. Maintenant, quand on est à une semaine de Seitenga et qu'on vient nous dire, nous sommes en train de monter en puissance, nous réinstallons des Burkinabés dans des zones qu'ils ont eu à fuir, nous faisons ceci, nous faisons cela, les gens se disent, bon, peut-être qu'on n'a pas le même ressenti des choses, ou même peut-être, comme le disait aussi le porte-parole du gouvernement, de façon claire et directe. Lorsque je lui posais la question, il m'a dit, vous avez des informations que nous avons des informations que vous n'avez pas. Bon, peut-être que c'est ça, mais en tout cas, de ce que nous regardons, monter en puissance, bon, c'est un terme. Mais il y a que la situation, elle, est en train de s'aggraver. C'est ce que la plupart des Burkinabés ressentent aujourd'hui. Nous allons y revenir, mais il a été également décidé de la création d'une zone d'intérêt militaire dans les régions de l'Est et du Sahel, avec l'interdiction de toute présence ou activité humaine. Juge Inoussa, quel est votre regard? Bon, en entendant que les autorités militaires nous donnent les contours de cette décision, en entendant qu'on nous explique mieux ce que c'est qu'une zone d'intérêt militaire, nous savons simplement qu'il y a une volonté de faire en sorte que les populations qui sont dans ces localités-là quittent totalement et que désormais on considère que s'il y a quelqu'un qui se retrouve dans ces zones-là, ce sont des ennemis qu'il faut traiter comme tels. Si c'est le cas, tout en, comme je l'ai dit, tout en émettant des réserves sur ce que ça peut nous apporter, moi je m'interroge parce que l'un des objectifs des terroristes, c'est que nous abandonnions des territoires. Ils nous chassent au quotidien, chassent les populations pour qu'elles quittent ces territoires. Et l'armée vient accélérer justement ce départ des populations là de ces zones. Pour moi, ça sonne comme une sorte de victoire déjà des groupes terroristes qui ont réussi plus ou moins à atteindre un de leurs objectifs. Or, paradoxalement, nous sommes en train de travailler à ce que les populations déplacées là retournent dans ces zones. Le chef de l'État, lors de sa dernière visite à Seitenga, a indiqué que ils vont travailler, ils mettront tous les moyens pour que les populations repartent rapidement dans ces localités. Et quelques jours après, on annonce qu'on va accélérer plutôt le départ de ceux qui sont restés, du fait de leur résilience, de leur courage, de leur détermination. Malgré tout ce qu'ils vivent, ils préféraient rester sur leur territoire, sur les terres de leur père, que d'aller se retrouver dans des camps de déplacés. Et aujourd'hui, on nous annonce que, bon, désormais, toutes les populations qui sont dans ces zones doivent partir. On va leur donner un ultimatum, un délai, afin donc que les militaires puissent faire leur travail. Il se trouve qu'on est en train d'aller dans une dynamique de guerre symétrique. Puisque si les populations doivent partir, ça veut dire que désormais, les militaires seront nez à nez avec les terroristes pour mieux mener le combat. Je ne crois pas que ce soit... Je peux me tromper, je ne suis pas un spécialiste militaire, je ne m'y connais pas. Donc avec modestie, c'est des réserves que je mets, en espérant que dans les jours à venir, nos militaires nous donnent de plus amples informations. Mais je ne pense pas qu'en le faisant comme ça, on aide ces populations-là à regagner leur localité. Surtout que il se pourrait qu'il y ait des résistances. Parce que malgré la pression terroriste, des gens ont toujours refusé en disant « je préfère mourir ici que d'aller me retrouver dans des camps de réfugiés. On va se battre comme on peut, avec nos gourdins, avec nos machettes, etc. Mais on ne bougera pas. » Maintenant, si on leur dit de partir, je me pose des questions. Deuxième élément, c'est que c'est des zones qui sont très riches en matière de ressources. Le sous-sol du Sahel, on le sait, est très riche. Il y a beaucoup d'or. À l'est, c'est pareil, il y a beaucoup d'or, mais c'est des zones même qui sont protégées. C'est des réserves
que ce soit le parc W, que ce soit d'autres forêts à l'est, c'est des zones protégées où on sait aussi que l'exploitation minière fait rage. Est-ce que les miniers qui exploitent l'or de façon artisanale accepteront de partir? Ça sera un front qu'il faut ouvrir. Est-ce que les populations accepteront de partir? Et qui s'installera là-bas? Est-ce Barkhane? Est-ce nos forces? Ça, ce sont des questions légitimes que nous nous posons et on se demande si nous ne sommes pas en train de... Nous n'affirmons pas là justement le fait que toutes ces localités-là, finalement, nous échappent. Et enfin, il n'est écrit sur le front de personne qui est terroriste. Donc quand on demande à toutes ces populations de partir, ça veut dire qu'ils vont aller où? Est-ce qu'on a déjà prévu des zones d'accueil pour eux? Moi, j'aurais compris qu'on ait déjà conçu des zones sécurisées où on sait qu'on va installer ces populations-là. Ils sont au nombre de combien? Est-ce qu'ils sont 100 000? Est-ce qu'ils sont 200 000, 300 000 ou 1 million, ces populations qu'on va déplacer totalement de ces zones-là? Ou est-ce qu'on leur dit de quitter et aller là où ils veulent, mais l'État burkinabé n'a pas prévu les moyens nécessaires pour les accueillir? Toutes ces questions-là sont sur la table. Et comme je l'ai dit, si on demande à tout le monde de partir, même ceux qui sont terroristes aussi ne vont pas rester dans ces zones. Ils vont partir et ils vont encore constituer des dangers pour les zones dans lesquelles ils seront accueillis. Donc moi, j'accueille cette information avec beaucoup de circonspection, beaucoup de doutes, en espérant que dans les jours et semaines à venir, nos autorités puissent mieux nous soutenir et en donnant le maximum d'informations sur ces nouvelles réformes-là. Mais si la sécurité des Burkinabés passe par là, pourquoi pas, on y va. D'accord. Alors très rapidement, juge Bougma, est-ce que vous partagez le même avis que le juge Inoussa quand on sait que ces zones d'intérêt militaire sont essentiellement des zones où l'armée burkinabé a perdu le contrôle? Oui, effectivement, il y a des précisions à ajouter. Bon, dans le contexte difficile actuellement là, c'est aussi difficile d'avoir accès à toutes les infos, compte tenu que c'est de l'information militaire qui est stratégique dans le cadre du combat. Donc nous ne comptons pas aussi sur nos soldats pour venir sur les plateaux de télévision avec tous les détails. Déjà même que les localités sont désignées, il y en a un qui s'en plaignent déjà. Il ne fallait pas dire, il ne fallait pas. Donc je pense également que nos autorités militaires ont le génie de pouvoir concocter des réponses adéquates. Quand bien même effectivement la question qu'on se pose, c'est comment faire le tri de qui est terroriste, qui ne l'est pas, par rapport à ceux qui vont suivre le mouvement pour aller se réinstaller ailleurs. Donc c'est ça aussi. Mais dans certaines localités, les terroristes ont commencé à perdre le terrain. C'est pourquoi les exactions ont commencé à s'étendre aux grandes villes. Quand elles perdent le contrôle au niveau de la forêt, en général, c'est dans les grandes villes maintenant qu'ils arrivent. Donc, ce n'est pas forcément une évolution de leur stratégie, mais c'est beaucoup plus ces enjeux-là. Donc, effectivement, il y a des forêts, il y a des zones où on ne contrôle plus. C'est devenu très compliqué. Je pense que c'est pour pouvoir remonter, effectivement, en puissance. Donc, la mise en place de cette stratégie, on attend certainement des précisions. Moi, j'ai les mêmes appréhensions. J'émets les mêmes réserves par rapport à comment est-ce qu'on peut savoir qui ne l'est pas avant de pouvoir avancer. Donc, très rapidement. Oui, mais quand on regarde, on n'est pas surpris parce que le président d'Amima, dans son discours du 2 avril, si on s'en souvient, il avait déjà annoncé qu'il allait décréter certaines zones de guerre. Il a dit que c'est là-bas que les militaires vont aller au front. Il a été très clair. Donc, pour moi, c'est une suite logique de quelque chose qui a été mûri depuis. Et c'est dans le même discours qu'il avait décidé d'installer les comités locaux là, de discussion, notamment avec les terroristes. Ça veut dire que dans sa perception des choses, il y avait, pour moi, depuis le départ, deux options. C'est-à-dire qu'il y a des zones dans lesquelles il n'y avait pas à discuter. Parce que sûrement qu'on était arrivé à des... Peut-être qu'au constat et aux renseignements qu'ils ont, on était arrivé à des étapes où il n'y a plus de mesures possibles, si ce n'est que de dégager ces messieurs-là. Et puis dans d'autres zones, peut-être qu'ils se disent qu'il y a des éléments encore qui permettent de dire que des choses sont rattrapables, ne serait-ce que par le rapprochement au niveau communautaire et au niveau plus déconcentré, au niveau local, qu'il y ait des discussions pour que
petit à petit, on refasse venir à la raison ceux qui ont tourné les armes contre leur pays, parce qu'ils disaient que la plupart de ces terroristes-là, aujourd'hui, c'est des Burkinabés. Donc, il faut se parler pour comprendre certains éléments et puis les ramener à la maison. Donc, il y a, pour moi, depuis le discours de avril, cette dimension-là, cette double dimension-là, qui avait déjà été mise sur la table. Au niveau local, pour certaines zones, ouvrir la possibilité de dialogue, et pour d'autres zones, ça sera le combat, ça sera la guerre au sens pur du terme. Maintenant, comment est-ce que ces zones-là seront d'abord définies? Comment les populations qui sont dans ces zones-là vont accueillir cette décision-là de les faire partie manu militari, si ce n'est que s'il reste, ils seraient confondus aux terroristes. Comment est-ce que cela va être accueilli? C'est la grande question aujourd'hui. Mais je pense que c'est un discours qui nous a été donné depuis longtemps et on devrait s'y attendre. D'accord. Alors, pour ceux qui nous prennent en marche, je rappelle que vous êtes bien à votre émission Le Tribunal de l'actualité, disponible sur Twi TV et Watt FM au numéro 254 du bouquet Canal+, et sur le multiplex de la TNT, la fréquence radio, c'est le 100.7. Et nous sommes également disponibles en streaming sur les plateformes Facebook et YouTube et de la télé. Et je suis Serge Kaboré, le président du tribunal. Nous passons à présent au deuxième sujet enrôlé, les opérations de sécurisation du territoire national couvrant la période du 15 mai au 15 juin se poursuivent. Plus d'une centaine de terroristes ont été neutralisés. Est-ce que cet acharnement sur les civils de la part des groupes armés est une réponse en termes de représailles sur ce que nos armées, nos forces de défense et de sécurité effectuent? Juge Vahar. Oui, c'est clair. Pour ce qui est de Seitenga, je pense que selon certaines informations, il y a un groupe qui est désigné comme l'auteur, si ce n'est même qu'il y a eu une revendication. Je pense qu'au JDS de dimanche dernier, je recevais l'expert en sécurité Mahamoudou Savadogo qui revenait sur ce fait-là. Il y a eu une revendication et le groupe en question est connu pour avoir comme mode opératoire les descentes punitives directement ciblées aux populations. Et selon les informations qu'il nous donnait, le justificatif qui a été donné pour ce qui est de Seitenga, par exemple, c'est que ces populations-là collaborent beaucoup plus avec les forces de défense et de sécurité et sont favorables à l'implantation de VDP et des éléments pareils. Donc, à un moment donné, lorsqu'ils ont l'impression que vous êtes des outils ou, comment dire cela, de forte contribution dans la lutte contre eux, vous devenez une cible automatique. Et donc, ça n'est que logique. Il y a, lorsque vous regardez un peu certaines zones, lorsqu'il y a des opérations qui sont menées, le problème c'est qu'on mène des opérations, mais après on repart. Mais les populations qui restent, elles se retrouvent alors exposées. Je me rappelle que lors des discussions directes que nous avons eues, je parle des patrons de médias et directeurs de médias, avec le président d'Amima lui-même, échange direct, il avait rappelé cela. Il a dit, le problème sur la communication telle qu'ils l'entendent et qui doit être discutée avec nous, c'est que lorsque il y a des informations qui sont données sur les retours, ça expose davantage les populations qui retournent. C'était l'élément en fait qu'il nous donnait comme information, et c'est-à-dire quel juste milieu on pourrait trouver en la matière. Ils sont sur le terrain, sûrement qu'ils ont le renseignement sur ce que lorsque des populations restent, lorsqu'il y a des résultats probants de la part des forces de l'ordre, évidemment c'est avec la contribution et le renseignement donné souvent par les populations. Mais après, quand les forces repartent, les populations sont les premières cibles, et ça n'est que logique. Maintenant, est-ce que c'est la montée en puissance qui explique ça? Moi, je dis la question de montée en puissance, chacun l'entend de son oreille. Je pense que pour la plupart des Burkinabés, monter en puissance, il faut constater beaucoup d'autres choses pour en parler. J'ai l'impression aussi qu'on est dans un discours, parce que le président lui-même avait demandé 5 mois pour nous donner un point. Je pense qu'on est en train d'y aller allègrement. J'ai l'impression qu'il y a un discours qui est en train de nous dire que ça va. C'est ce à quoi on a droit ces derniers temps, où on nous dit non, ne pensez pas que rien n'est fait. Personne ne dit que rien n'est fait. S'il le dit, c'est être insultant, parce qu'on a même nos frères, on a des amis, on a des connaissances qui tombent au front. Ça veut dire qu'il y a un combat qui est mené et ardu. Maintenant,
Qu'est-ce que cela a comme impact? Est-ce qu'on est en train d'inverser la tendance comme on nous l'avait promis à un moment donné? Aujourd'hui, le Burkinabé n'est pas rassuré par rapport à ça. Parce qu'à chaque fois, il entend parler de plus de déplacés internes. Vous regardez Dori, c'était combien? C'était une population dont on dit c'est 26 000 ou bien c'est combien? Avec 60 000 déplacés internes. Aujourd'hui, ça a gonflé avec Seitenga qui est monté à pratiquement 16 000 déplacés en juste quelques 3, 4, 5 jours. Mais c'est intenable. C'est intenable. Vous parlez de Bozanga où on a décoré il n'y a pas longtemps des militaires pour avoir tenu leur position essuyant la foudre de guerre de terroristes. Grâce à une opération en tout cas aérienne, on a pu vaincre ces messieurs-là. Mais après, il y a eu des alertes et le Faso.net s'en faisait encore l'écho rien que la semaine dernière sur le retour de ces terroristes-là dans la zone, harcelant les populations, et ces derniers disent qu'ils sentent qu'il y aura une descente punitive pour montrer la leçon suite à ce qu'ils ont essuyé dans le détachement militaire. Donc, c'est ça notre réalité aujourd'hui. Venez dire après que bon, on est en train de monter en puissance, le Burkinabé n'a que des jeux de mots. D'accord. Il n'a que des jeux de mots. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de sentir que la tendance s'inverse de façon effective. Peut-être qu'on est en train de préparer le discours du président, mais ce n'est pas ça le problème du Burkinabé. D'accord. Alors, comparativement au bilan du mois précédent, les indicateurs soulignent une augmentation des actions offensives, un retour progressif des populations dans certaines localités, notamment au nord. Juge Bernard, est-ce que vous êtes d'avis? Oui, en fait, ce qui est... le nombre, l'accroissement du nombre des opérations offensives, je pense que c'est d'abord ça. Là, vous partez provoquer, vous anticipez. Mais nous, on était beaucoup plus dans la défensive ou la réaction. Parce que on nous surprend, on nous tape, on ratisse et puis bon voilà. Mais quand vous êtes dans l'offensive, et effectivement, il y a beaucoup d'actions offensives qui sont menées avec parfois des tirs aériens avec suffisamment de précision. Il y a moins de communication là-dessus. Sur ce front-là, il faut reconnaître qu'en matière d'attaque défensive, les lignes ont véritablement bougé. Les lignes ont vraiment bougé sur cet angle-là. Mais reste que, effectivement, compte tenu des expéditions punitives, donc si nous arrivons effectivement à neutraliser plusieurs terroristes, il y a un seul Burkinabé qui tombe en représailles, si on met sur la même balance par rapport à ce que nous ressentons, on a perdu quelqu'un. Sans oublier également que les terroristes qu'on tape, c'est aussi des Burkinabés, pour la plus grosse majorité. Donc en fait, c'est ce combat-là aussi qui est difficile en même temps. Donc une nation qui frappe ses enfants, des enfants qui frappent sa mère patrie, et donc c'est dans ces conditions également que nos FDS travaillent. Mais l'autre aspect de cette montée en puissance que les populations attendent, c'est quand ils vont dire que bon, c'est vrai, vous êtes monté en puissance, il y a eu acquisition de matériel, oui, vous avez matériel, tout, mais en attendant, nous ne sommes pas encore retournés chez nous. En fait, ça va être l'indicateur principal. Ça va être l'indicateur principal. Mais, en tout cas, ce qu'il y a, c'est d'encourager nos forces de défense et de sécurité. Je dis bien qu'ils font déjà un effort surhumain pour nous protéger. Ça, c'est un indice qui est très, très important. Donc, si nous allons nous tenir également à la rigueur des chiffres, à un moment donné, nous allons jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais la réalité aussi, c'est que la montée en puissance dont on parle, c'est des choses qui soient concrètes. D'accord. Alors, juge Ouedraogo, dans ce bulletin d'information, il est beaucoup plus question d'actions aéro-terrestres coordonnées avec l'implication de puissances étrangères. Est-ce que vous êtes d'avis également qu'il y a une augmentation des actions offensives? Bon, les militaires avaient indiqué que on va les juger sur la base de deux éléments: la sécurisation et les retours progressifs des populations. C'est les indicateurs que eux-mêmes ont en tout cas annoncés. Si je m'en tiens à ces indicateurs et aux annonces qui ont été faites hier à la suite du Conseil de défense, je ne suis pas trop optimiste. Il y a certes de la communication qui est faite, mais comme je le dis, quand on prend le nombre d'écoles fermées entre mai et juin, ça a augmenté. Les chiffres du ministère en charge de l'éducation sont là pour l'attester. Quand on prend le nombre de déplacés ces dernières semaines, ça nous montre que
nous avons encore perdu du territoire et des populations déplacées. Par contre, quand on prend aussi le nombre d'opérations que nos militaires ont annoncées, effectivement, on voit qu'ils expliquent qu'il y a plusieurs opérations qui sont menées sur le terrain. Nous ne sommes pas là-bas, c'est eux qui le disent, on croit à leurs paroles, mais je pense que les deux juges l'ont déjà relevé, et c'est sur le concret qu'on verra sur le terrain qu'on va juger. Nous avons bien envie effectivement que nos forces de défense montent en puissance, qu'ils mènent beaucoup d'opérations, que plusieurs terroristes soient tués, c'est bon à prendre. Mais je dis, combien de populations nous avons ramenées chez eux? Là, ça sera des éléments qui nous permettront de dire que vraiment, dans tel endroit-là, les populations sont reparties. Mais malheureusement, nos FDS nous annoncent que les populations même vont quitter ces localités-là. Donc il y a ce paradoxe-là qui, moi, m'interroge sur la réalité des choses. Et moi, j'ai toujours prôné qu'on nous tienne un langage de vérité. Parce que nous avons droit, en tant que citoyens, à la vérité et à la transparence. La communication, c'est bien. Mais il faut qu'on communique sur des faits qu'on a menés et qu'on ne tombe pas dans de la manipulation, parce que le revers de la médaille peut causer plus de dégâts qu'on aurait pu éviter. Voilà. D'accord. Alors, il a été question d'actions coordonnées à travers ce bulletin d'information. Juge Vaha, on a vu des actions qui ont été menées avec le Niger. On a parlé également de l'interaction avec des opérations sur l'aide des armées étrangères. Est-ce que vous êtes d'avis que cette fois-ci, le Burkina est en train de prendre son envol avec des coopérations extérieures? Bon, sur la question de coopération, je ne pense pas que nos autorités soient assez à l'aise pour débattre de ces choses-là. Parce que quand on regarde, il y a eu, je me rappelle, un journal qui avait révélé, maintenant ce n'est plus un secret, que pour ce qui est de l'Union européenne, avec les forces qu'ils avaient en présence au Mali, qui sont en train d'être déployées, il y avait 2 pays, enfin 3, qui étaient dans la visée pour l'installation de militaires européens en termes d'encadrement, d'accompagnement et même d'opérations sur le terrain. Et il y a le Niger qui, dans les révélations, disait-on, a fait la demande. Le Niger, on sait qu'il s'assume sur la question. Il y a le Burkina qui a fait la demande. Et puis on parle d'un pays côtier qui devrait être aussi intéressé à la question. Mais le Burkina a fait la demande, jamais on en parle ici. Jamais on en parle. Et même lorsque ces troupes doivent venir, dans la plupart des pays, c'est discuté au niveau de l'Assemblée nationale. Donc il faudrait aussi même que nos députés soient... en fait, entrevoient même la question pour pouvoir l'aborder et soient préparés à ça. Mais c'est des choses qu'on n'aborde pas. Mais pour l'instant, on est sur les accords qu'on a déjà. Je parlais de Bozanga lorsque on a essuyé des attaques. Il y a eu des avions qui ont décollé du Niger, qui sont venus, qui ont sauvé aussi la situation. Donc je pense que ça, c'est des choses qui existent déjà depuis. Maintenant, il y a des réorientations qui sont majeures. Je comprends aussi, parce que dans la plupart des pays aujourd'hui, il y a des populations qui sont très récessives lorsqu'il s'agit d'armées étrangères qui doivent venir sur le sol. C'est un sujet qui est vraiment difficile. Et donc, quelquefois, ils le prennent avec toute la sensibilité qu'il faut. Mais ce n'est pas des choses qui sont aujourd'hui vraiment crânement débattues. Alors, très rapidement, un mot sur le 3e sujet enrôlé. La 5e République française, pour une première fois, pas de majorité pour le président élu. Emmanuel Macron, quelle peut être la conséquence de cette débâcle sur la politique française, juge Bougma? Bon, effectivement, c'est une première au niveau de la 5e République que le président n'ait pas la majorité absolue. C'est aussi une première pour le RN. Donc depuis 1986, qui n'avait pas réussi à former un groupe parlementaire et qui va pouvoir le faire cette année. Donc c'est une percée de l'opposition française. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui a été élu, je pèse mes mots, réélu à défaut, parce que c'était la fronde contre Marine qui a sauvé Emmanuel Macron, c'est pas beaucoup un choix de raison, un choix du cœur.
Donc à un moment donné, il fallait s'unir pour faire la route à Marine Le Pen, taxer de tous les péchés d'Israël pour que Emmanuel Macron passe. Je pense que c'est cette coalition qui l'a fait gagner. Ce n'est pas forcément qu'il faisait l'affaire de la France. Et qui, une fois élu, au lieu de battre campagne pour les législatives et encourager son parti, était en train de battre campagne de l'autre côté, au niveau de la guerre de l'Ukraine. Et puis bon, voilà, bref. Donc c'est Emmanuel Macron qui est aujourd'hui dans de la difficulté. Donc on redoute en tout cas un blocage au niveau des institutions, que les votes de certaines lois ne soient pas ça ne va pas être serein pour Emmanuel Macron. C'est aussi en même temps que le mouvement En Marche, quoi qu'on dise, qui a été rapidement mué en parti politique, n'était pas aussi solidement aussi acquis. Donc on a parlé des morts des partis politiques, mais je ne crois pas. Je ne crois pas que les partis politiques vont mourir de leur belle mort naturelle. Parce que la France était un test grandeur nature avec Emmanuel Macron. Mais ce qui est donné de voir, c'est que c'est aussi une offre qui n'a pas très bien pris. Parce que finalement, quand vous regardez, ça va à gauche ou ça va à droite. Donc, c'est un mouvement qui a été créé, j'ai dit bien après qu'il s'est mis en parti politique pour rivaliser avec les partis politiques existants, qui a cassé les vieux loups de la scène politique française. Là, on est d'accord, mais qui n'a pas réussi également à comment on appelle ça, à pouvoir se positionner comme il se doit. Donc, Emmanuel Macron prit à son propre piège. Et puis bon, ça ne va pas être simple en tout cas en termes de gouvernance pour lui. Certainement une cohabitation peut-être qui va s'annoncer. D'accord, 30 secondes, je vais. Oui, la posture, elle est connue, c'est difficile. Il fallait 289 sièges, je pense, pour la majorité absolue. Il en est à 245. Il est quand même à 44 sièges de cette majorité, ce qui n'est pas rien. 133 pour le NUP, qui devient la force d'opposition. Et puis, je pense 89 siège pour le RN, ce qui est une configuration historique quand même pour ce qu'est la France. Et on sent que ça ne sera pas donné pour Macron qui avait cette facilité-là avant. D'accord. Alors, c'est ici que nous mettons un point final à cette deuxième convocation de la semaine. Merci aux différents juges pour les angles de regard et d'analyse. Ici, au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et restez branchés sur les antennes de Tui TV et de Watt FM.